je vous raconte un athlète noir américain, le meilleur sprinter de son temps, héros contrasté pour sa participation et ses 4 médailles d'or aussi aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936, dans une Allemagne alors dirigée par Hitler, qui s'est servi des JO pour promouvoir son idéologie nazie, ou la véritable histoire de Jesse Owens, le coureur vainqueur aux JO du Führer. Quels ont été les exploits sportifs de Jesse Owens? Comment ces victoires ont-elles servi la propagande nazie? Nous sommes le 25 mai 1935 dans le stade de Fairfield à Ann Arbor, petite ville du Michigan aux États-Unis. C'est aujourd'hui la phase finale du Big Ten, un championnat interuniversité qui compte alors pour le haut niveau de sport américain. Jesse Owens, 21 ans, a beau être le meilleur élément de l'équipe d'athlétisme de l'Ohio State University, il n'est pas très en forme. Il a même carrément le dos en compote après une mauvaise chute dans les escaliers survenus quelques jours auparavant. Et même si son entraîneur, Larry Snyder, est inquiet, il mise beaucoup sur lui. Mais il sait qu'il faut être prudent. Une nouvelle blessure serait catastrophique. Owens a même déjà eu du mal à s'extirper de la voiture qu'il a amenée au stade. Ses coéquipiers ont dû l'aider. Il s'est fait masser, a pris un bain chaud pour assouplir ses muscles, mais il souffre toujours. Pourtant, Jesse tient à tenter sa chance. Il s'élance sur la piste et commence les tours d'échauffement en espérant aller mieux. À 15h15, il est derrière la ligne de départ du 100 yards, l'unité de mesure anglo-saxonne qui correspond quasiment au mètre. Les pieds solidement ancrés dans la cendre qui recouvre la piste, en tête dès les premières secondes, Jesse Owens semble presque comme courir seul et bat encore le record du monde avec 20 secondes et 3 dixièmes. Là, la foule exulte. 20 minutes plus tard, l'épreuve du 220 yards débute. Alors qu'il n'est même pas spécialiste de cette course avec obstacle, Owens la remporte haut la main, si je puis dire, en 22 secondes 6 dixièmes, devant des spectateurs désormais extatiques face à ce nouveau record. Entre le saut et les courses qui comptent chacune pour les yards et les mètres, Jesse Owens vient de battre 5 records du monde et d'en égaler un 6e, tout cela en seulement 45 minutes. C'est tout simplement du jamais vu. Et ça n'est pas fini, puisque comme vous allez le voir, Jesse Owens atteindra bientôt les plus hauts sommets. Un fait d'autant plus remarquable quand on sait d'où il vient. James Cleveland Owens, que tout le monde appelle JC, naît en 1913 à Oakville en Alabama, dans le sud profond des États-Unis. Ses origines sont plus que modestes. Son grand-père était esclave et sa grand-mère esclave aussi. L'esclavage a été aboli en 1865 et les parents de Jesse sont donc nés libres, mais demeurent de pauvres métayers qui font ce qu'ils peuvent pour faire vivre leurs 11 enfants. Exploités par des propriétaires terriens blancs comme tous leurs congénères afro-américains, les Owens triment dans les champs de coton. JC et ses frères, quand ils ne sont pas d'astreinte aux récoltes, peuvent parfois aller à l'école, maigre répit d'une vie de labeur. Au-delà de la messe, l'un des seuls loisirs du petit Jesse, enfant chétif et fragile, c'est de courir. Parfois avec son père le dimanche, autour de l'église, parfois tout seul. Car courir, comme il le dira plus tard, c'est la seule chose qu'il peut faire par lui-même, quand bien même il ne va pas très vite et n'a pas toujours la chance de porter des chaussures. Pour s'extirper de cette rude existence, la famille Owens décide, à l'instar de millions d'Afro-Américains du Sud, de migrer vers le nord industrieux du pays. En 1920, ils choisissent Cleveland. La mère et les filles sont bonnes à tout faire. Les hommes travaillent pour la plupart à l'usine. JC fait aussi déjà des petits boulots, mais a tout de même le temps d'aller à l'école. À la Bolton Elementary School, son accent du Sud fait qu'on comprend mal son prénom. Il sera désormais nommé Jesse, en un seul mot. En retard sur sa scolarité, il est mis avec les plus jeunes et ceux qu'on considère idiots. Il ne peut même pas passer ses grandes jambes sous le petit bureau, mais Jesse progresse. C'est lors des récréations qu'un professeur du collège, dont la cour jouxte celle de l'école, remarque ce grand garçon qui court plus vite que les autres. Il l'enjoint à se mettre sérieusement au sport. Courir, sauter, en hauteur ou en longueur, cela semble assez facile pour Jesse. Et une fois passé au collège, il intègre vite l'équipe d'athlétisme.
Charles Willard, c'est son nom, prend en main son éducation sportive. C'est de l'aveu même de Jesse la première fois qu'il développe une relation si intime avec un blanc. Les entraînements sont quasi quotidiens, en général tôt le matin avant les cours, puisque après Jesse doit travailler comme livreur, déchargeur de camions ou toute autre activité qui permet de ramener un peu d'argent à la maison. Riley lui enseigne des techniques mais aussi une discipline. Ils vont même ensemble aux courses de chevaux pour observer la façon dont les équidés se tiennent droit dans les virages et mobilisent leurs forces. Jesse se remplume aussi, le garçon devient adolescent, musclé, puissant, endurant. Son entraîneur fait tout pour mieux le nourrir, quitte à l'inviter à son domicile le dimanche, car la viande est alors rare dans la maison des Owens. Au lycée, Jesse devient véritablement un athlète, un champion même. Il remporte de nombreux titres des catégories juniors et bat le record du monde cadet des 100 yards en moins de 11 secondes, ce qui commence à faire parler dans la presse locale. Et quand un ancien champion olympique visite son lycée, Jesse sent qu'il a un avenir et s'autorise désormais les plus grandes ambitions. En 1932, le jeune athlète de 19 ans a l'embarras du choix pour intégrer l'une des universités qui ouvrent largement leurs portes aux sportifs prometteurs. Il choisit Columbus dans l'État d'Ohio. Pourtant là-bas, la ségrégation y est officiellement en vigueur, ce qui n'est pas le cas partout. Mais qu'importe, Jesse Owens sait que les installations sportives sont parfaites et que l'entraîneur, Larry Snyder, est un homme aveugle aux couleurs de peau. Surtout, il reste à 3 heures de bus de sa famille et de sa fiancée Minnie Roth, qui donnera bientôt naissance à leur premier enfant. Mais le campus de l'Ohio State University reste interdit aux Noirs. Alors Jesse doit se trouver un logement en ville. Avec son meilleur ami, Dave Albritton, ils prennent leur douche après leurs coéquipiers blancs, ne peuvent pas manger en même temps ni prendre le même bus pour se rendre aux compétitions. Quelques journaux afro-américains locaux s'étonnent alors de ce choix. Que vient faire cet athlète noir dans l'antre du racisme ? Mais Jesse, lui, pense juste à courir et s'exercer le mieux possible. Ça n'est pas facile car il continue de travailler pour payer les frais universitaires et suit des cours pour devenir professeur d'éducation physique, mais il s'entraîne comme jamais, il court, il saute et il gagne. Les victoires s'accumulent jusqu'à la folle journée que je vous racontais au début de mon récit, au cours de laquelle Jesse Owens pulvérise en moins d'1 heure une flopée de records du monde. Cet exploit fait de lui une célébrité. On parle de Jesse Owens jusque dans la presse nationale et sa gloire s'étoffe au fil des compétitions et des galas d'athlétisme. Il voyage à travers le pays, passe un peu de bon temps à Los Angeles où il rencontre Clark Gable et le tout Hollywood, mais Owens n'est pas un flambeur. Discret, sérieux, discipliné, il n'est jamais aussi bien qu'à l'entraînement et auprès de sa famille ou de celle qui est désormais son épouse. Et Jesse a surtout en tête les prochaines Olympiades. Les qualifications sont une formalité à New York au début de l'été 1936 et le 15 juillet, voilà qu'il embarque sur le paquebot SS Manhattan pour traverser l'Atlantique, direction l'Europe, Berlin, pour des Jeux olympiques un peu particuliers. En 1931, lorsque le Comité international olympique a octroyé à Berlin l'organisation des Jeux de 1936, on n'imaginait pas qu'Adolf Hitler deviendrait chancelier. Le Führer a beau tenter de polisser son image, personne n'est dupe de la répression politique mise en place lors de son arrivée au pouvoir en 1933. Et depuis, on ne peut plus prétendre méconnaître le sort des Juifs, officiellement traités en sous-hommes depuis les lois de Nuremberg en 1935. Hitler et son ministre de la propagande, Joseph Goebbels, veulent alors faire de ces Jeux une vitrine du nazisme, d'autant que le sport a été érigé en valeur cardinale, symbolisant la puissance de la vigoureuse et aryenne nation allemande. Pendant que des affiches en toutes les langues inondent le monde pour vanter des Jeux modernes, l'incarnation d'un troisième Reich supposé pacifiste et tolérant, on s'insurge dans plusieurs pays, de la caisse de résonance offerte à un régime raciste et totalitaire. Des nations envisagent le boycott pur et simple. On organise même des jeux alternatifs et populaires à Barcelone qui seront empêchés par le début de la guerre civile espagnole. Aux États-Unis, la question se pose sérieusement, mais le Comité national décide finalement, à une faible majorité, de participer. Mais certains prônent des initiatives individuelles et le NAACP, principale association de défense des Afro-Américains,
approche Jesse Owens. Il est le plus fameux représentant d'une communauté discriminée en son pays et devrait, par un acte fort, montrer sa solidarité avec des populations opprimées. Mais Jesse n'est pas vraiment politisé, réagit comme ce qu'il est, un simple sportif. Il veut courir, la victoire serait encore le geste le plus symbolique qu'il puisse offrir. C'est donc avec l'ambition de gagner qu'il arrive en Allemagne fin juillet 1936. Première surprise, il y est déjà célèbre. On l'arrête dans la rue pour lui réclamer des autographes. Deuxième surprise, il y est libre de faire ce qu'il souhaite, de manger dans les mêmes restaurants que les Blancs, de s'asseoir où il veut dans les bus et les tramways. Au village olympique, la mixité est de mise. Tous les athlètes, noirs ou blancs, jouissent exactement des mêmes aménités. Uniquement les hommes, bien sûr. Les 335 femmes sont-elles reléguées dans des bâtiments moins commodes. Et le 1er août 1936, le Troisième Reich a évidemment vu les choses en grand pour la cérémonie d'ouverture. Hitler arrive vers 13h dans l'immense et flambant neuf stade de Berlin, accompagné du président du comité olympique qu'il reçoit un bouquet de fleurs des mains d'une enfant pendant que la foule en liesse l'acclame à coups de Sieg Heil. Pas loin de 100 000 personnes assistent au défilé des 3 963 athlètes de 49 nations. Les jeunesses hitlériennes lâchent quelques 20 000 colombes dans les airs alors que Richard Strauss est à la baguette pour diriger un Alléluia de Handel. 10 000 danseurs exécutent un ballet gigantesque et une chorale entonne l'Aude à la joie de Beethoven avant que le beau et blond coureur Fritz Schilgen n'allume la vasque olympique grâce à la flamme apportée en relais depuis la Grèce, une innovation qui perdurera. Les 11e Jeux olympiques de l'ère moderne ont commencé. Jesse Owens est venu lui pour gagner et c'est précisément ce qu'il va faire. Le 3 août, il s'élance pour la première épreuve majeure, la finale du 100 mètres, dont il détient le record du monde. Avec son compatriote Ralph Metcalfe, ils sont les seuls noirs, comme prend bien soin de préciser le commentateur de la radio allemande. Le coup de feu retentit. Le départ est fulgurant. Jesse Owens domine la course et même si Metcalfe reprend la distance sur la fin, il remporte l'épreuve en 10 secondes et 3 dixièmes. Le stade l'ovationne. Peu après la course, le vainqueur aperçoit Adolf Hitler à l'entrée de sa loge qui lui fait un signe de main, mais pas plus. Il ne sera pas convié dans les tribunes du Führer qui sent que l'on sache, si ce n'est pour pas avoir à serrer la main de sportifs noirs ou ne pas avoir à serrer de main tout court, ne félicite plus aucun vainqueur en privé depuis les premières épreuves. Jesse n'en a de toute façon pas grand-chose à faire, il pense à la suite. Le lendemain, c'est le saut en longueur. Owens a mordu la ligne à 2 reprises lors des qualifications et ne part pas favori. Les pronostiqueurs misent plutôt sur l'Allemand Luz Long, qui s'élance avant Jesse Owens pour la finale. 7,87 m, c'est pas mal. Mais Jesse pulvérise son adversaire avec 8,06 m. L'Allemand Long est le premier à le féliciter par une accolade amicale devant les yeux probablement médusés d'Hitler et de Goebbels. Le lendemain, Jesse Owens continue de briller en battant son propre record aux 200 mètres pour une 3e médaille d'or. Il n'est pas censé concourir à d'autres épreuves, mais son staff le missionne pour le relais 4 x 100 mètres. Avec Ralph Metcalfe, ils doivent remplacer au pied levé, en les gardant bien au sol bien sûr, leurs compatriotes Sam Stoller et Marty Glickman. Owens est réticent. Il n'est pas un spécialiste de relais et ne comprend pas pourquoi ses coéquipiers sont évincés. Ils sont pourtant en pleine forme. Oui, mais voilà, ils sont juifs. Et bien que l'on n'ait jamais su le mot de la fin, il semble que ce soit pour plaire aux autorités que les pauvres coureurs sont mis de côté. Le 9 août, Jesse Owens est au départ. Il distance comme à son habitude ses concurrents et passe en premier le relais pour une course que les Américains remportent en battant bien entendu le record du monde. Avec 4 médailles d'or, Jesse Owens devient un véritable héros. Mais hélas, pas aux yeux de tous. À la mi-août 1936, les Jeux Olympiques de Berlin sont terminés et les États-Unis se classent 2e après l'Allemagne avec 56 médailles. Jesse Owens en a à lui seul donc remporté 4 d'or. Mais il ne peut pas tout de suite rentrer chez lui car sa fédération a besoin de renflouer les caisses et organise une tournée de galas à travers l'Europe. Cologne, Prague, Londres. Jesse court et court encore. Il court tellement qu'il est épuisé. Après 10 jours, il a perdu 6 kilos et trop affaibli. Il décide de ne pas continuer la tournée en Scandinavie et préfère rentrer chez lui en Amérique.
Alors qu'il se repose en famille, il ne faut pas longtemps à la fédération d'athlétisme pour statuer sur le fait qu'il a abandonné la tournée. Il est suspendu. Jesse Owens imagine sûrement que la décision pourra être amendée, ce qui ne sera pas le cas. En attendant, beaucoup de journaux des États-Unis ou d'ailleurs le présentent comme un exemple, un symbole, celui du noir qui a gagné à la barbe d'Hitler. Il y a bien une presse rance qui, comme en France, le journal Vue par exemple, pourtant de gauche, qui imagine que les prochains Jeux Olympiques verront, je cite, un fils de gorille et de négresse lancer le poids à 18 mètres. Mais malgré les insultes, malgré le rageux Goebbels qui considère comme une honte les médailles gagnées grâce à ceux que les autorités allemandes ont nommés les supplétifs africains des Américains, Jesse Owens est un héros et il est accueilli chez lui en tant que tel. Le 3 septembre, l'athlète quadruple médaillé se joint à toute l'équipe olympique américaine de retour d'Europe pour une grande parade à travers New York. Des dizaines de milliers de personnes acclament le convoi. Depuis les bureaux de Wall Street, on lance les papiers de Telex qui dégringolent comme autant de banderoles et de confettis. Jesse Owens, dans son plus beau costume rayé, fleur à la boutonnière, est installé dans un rutilant cabriolet en tête du cortège. Tout sourire, comme toujours, il salue la foule. La parade traverse la ville jusqu'au stade de Randolph Island, celui-là même où il avait passé les qualifications pour les JO. Lors du passage par Harlem, les clameurs ne sont pas toujours chaleureuses. Des sifflets se font même entendre. C'est qu'à part la star Jesse Owens, les 17 autres athlètes de couleur qui ont concouru et pour certains ramené 10 des 56 médailles sont eux relégués dans des voitures à l'arrière du convoi. Aux côtés de Jesse, dans la voiture de tête, la présence du boxeur star Jack Dempsey fait s'étouffer les populations noires. Elles n'ont pas oublié que Dempsey a toujours refusé de boxer contre des noirs et participe de cette ségrégation injuste et du racisme ambiant. D'aucuns reprochent à Jesse Owens de se compromettre. Au stade de Randolph Island, Fioretto LaGuardia, le maire de New York, vante pourtant les mérites de Jesse Owens, ceux d'un Américain comme un autre. On exhibe les médailles au son des fanfares dans une concorde qui n'efface en rien les malaises et errements d'une société américaine viciée par le racisme. Le soir même, Jesse se rend à la grande fête de l'hôtel Waldorf sur la 5e avenue, mais un garçon d'ascenseur lui signifie qu'il ne peut pas entrer dans la cabine. Il doit prendre le monte-charge comme les marchandises, les serveurs et les noirs. Difficile de quitter une condition que le monde s'échine à vous rappeler. Plus tard, le président américain recevra des athlètes à la Maison-Blanche, mais pas Jesse Owens, non. C'est que des élections approchent et Franklin D. Roosevelt ne veut pas braquer son électorat raciste. La presse progressiste du monde voyait pourtant en Jesse Owens l'homme qui avait par sa simple existence et ses performances démontré l'idiotie et la nullité des théories racistes. On se réjouissait de se piéder au régime nazi, en oubliant que Jesse ne pouvait pas s'asseoir à l'avant des bus dans son propre pays et devrait se rendre tête baissée à la fête qui célébrait ses propres victoires. Alors voilà pourquoi Jesse Owens dira et redira que si Hitler lui a fait un signe de la main après sa victoire, le président américain, lui, ne lui offrira même pas de serrer la sienne. On a voulu faire de lui un héros, mais il est surtout un homme à la peau noire qui, comme tous les autres, n'a pas de droit. Surtout après les flonflons et réjouissances du retour, Owens est toujours suspendu par la Fédération d'athlétisme à vie. Il ne peut plus concourir, encore moins rêver des prochains Jeux Olympiques prévus à Tokyo pour 1940. Alors que faire ? J'avais 4 médailles d'or, dira-t-il. Mais est-ce que ça se mange, des médailles ? Car si Jesse a pu profiter de ses primes pour acheter une grande maison à sa famille et se faire un petit plaisir en s'offrant une voiture, il n'a plus d'argent et pas de travail. La vie n'est pas un sprint, a-t-il aussi dit, c'est un marathon. Pour Jesse Owens, il sera long et parfois douloureux. Après les Jeux, Jesse Owens pense faire carrière dans le spectacle, mais ni les claquettes ni le tour de chant ne semblent probants. Il accompagne aussi la Ligue de baseball pour des démonstrations avant les matchs et en vient à courir contre des voitures ou même des chevaux. Une humiliation qu'il ne peut s'éviter parce qu'il doit gagner sa vie.
Plus tard, ce n'est pas à Broadway que son nom s'affiche, mais sur l'enseigne d'un pressing de High Street dans sa ville de Columbus. The Jesse Owens Dry Cleaning Company. Service rapide par l'homme le plus rapide du monde, clame le panneau. L'athlète déchu capitalise sur sa célébrité pour tenter de faire vivre sa famille qui, au rythme des décences, s'agrandit. Mais le nettoyage à sec ne fait pas sa fortune. Floué par des associés douteux, il a bientôt des démêlés avec le fisc. Owens retourne alors un temps à l'université pour terminer ses études et devenir enseignant d'éducation physique comme il l'avait souhaité avant les JO. Mais il rate les examens et se résout à abandonner. Et s'il continue de s'entretenir dans un dérisoire espoir de concourir à nouveau, jamais la Fédération d'athlétisme ne le réintégrera. Dans les années 50, alors qu'il est ambassadeur des valeurs du sport auprès de la jeunesse, le monde change et les combats des Afro-Américains aux États-Unis se radicalisent. Ce qui semble un peu l'effrayer, lui, le bon citoyen qui vote républicain. Mais Jesse Owens pense sincèrement que le meilleur moyen pour les Noirs d'atteindre l'égalité est de rester dans les clous de la société, de travailler, de gagner sa vie, de s'occuper de sa famille. Après tout, la situation s'est bien améliorée depuis son enfance. L'une de ses filles est même élue reine de beauté à l'université. Les plus militants lui reprochent sa tiédeur. Lors des JO de Mexico en 1968, quand des sportifs américains songent au boycott pour contester autant la participation de l'Afrique du Sud, qui pratique l'apartheid, que la ségrégation aux États-Unis, Jesse Owens les invite à ne pas mélanger le sport et la politique. Sur le podium, après les 200 mètres, l'image est restée dans l'histoire. Tommy Smith et John Carlos lèvent leurs poings gantés de noir en signe de protestation. Owens les désavoue, même s'il tentera d'influer pour leur éviter les représailles, sans succès. Les deux athlètes sont exclus à vie des Jeux Olympiques. Jesse Owens fera plus tard une sorte de grand mea culpa dans une autobiographie « I Have Changed », dernier récit avant que le cancer ne l'emporte en 1980. Mais que ce soit pour son manque d'engagement ou son statut de héros, peut-être Jesse Owens a-t-il tout simplement toujours subi ce que les gens voulaient mettre en lui. Symbole de l'antiracisme ou représentant pour certains d'une compromission, il fut surtout dépossédé du seul statut que lui a toujours clamé, être un sportif qui court pour gagner. Europe 1, historiquement vôtre. Fabien Archambault, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Jesse Owens était avant tout un grand sportif. A-t-il, selon vous, été dépossédé de ses victoires ? Oui, et c'est le destin de tous les sportifs au XXe siècle, justement à partir de Jesse Owens. C'est que c'est dans les années 30 que les Jeux Olympiques deviennent un grand événement mondial. Et un événement qui permet de classer les nations entre elles, de mesurer les athlètes les uns aux autres. Et donc à partir de ce moment-là, tout le monde projette ce qu'il a envie de projeter sur ces événements sportifs. Et Jesse Owens ayant été la première grande vedette mondiale de l'athlétisme, il était inévitable que tout le monde essaye d'interpréter sa victoire selon sa vision du monde, ses théories, etc. Donc, de ce point de vue-là, Jesse Owens est le premier à avoir cette sorte de mélancolie de l'après-victoire. C'est-à-dire que c'est un jeune qui a poursuivi le rêve de gagner une médaille, qui a sacrifié sa jeunesse pour ça. Et en fait, il y a un peu un état dépressif après, mais ça, on retrouve ça chez tous les grands athlètes du XXe siècle. C'est une fois qu'on a gagné sa médaille d'or, qu'est-ce qu'on fait de sa vie ? Et de ce point de vue-là, Jesse Owens, après, se conformera à un des rôles que l'establishment américain voudra lui faire jouer dans la deuxième moitié du XXe siècle. Fabien Archambault, vous publiez Les légendes du siècle aux éditions Flammarion, dans lequel vous consacrez un chapitre aux Jeux de 1936 à Berlin, durant lesquels Jesse Owens s'est illustré. Quelques éléments de contexte d'abord. Pourquoi la candidature germanique est-elle retenue pour l'organisation des JO de 1936 ? Alors ça a lieu en 1931 au congrès du Comité international olympique à Barcelone. Et le favori, c'est Barcelone à ce moment-là pour accueillir les Jeux de 1936. Mais à ce moment-là, il y a une première révolution espagnole où la République est proclamée. Donc le CIO, qui est plutôt composé d'aristocrates conservateurs, prend peur et se dit que
que la situation en Espagne ne sera pas bonne dans les années qui viennent. Et d'un autre côté, il y a la candidature alors de l'Allemagne qui n'est pas encore nazie, qui est l'Allemagne de la République de Weimar, et pour le régime républicain qui s'est installé après la chute de l'Empire allemand en 1918, il s'agit de montrer que c'est un régime moderne, pacifique, stable, qui a réussi, et aussi de renouer la chaîne des temps. C'est-à-dire qu'en 1916, les Jeux Olympiques devaient déjà avoir lieu à Berlin, et ils ont été annulés à cause de la Première Guerre mondiale, et il s'agit 20 ans plus tard de montrer que l'Allemagne n'est plus une puissance en marge du concert des nations et qu'elle est redevenue un pays comme les autres. Dans les années 30, on voit émerger un mouvement olympique alternatif qui organise des contre-jeux, c'est-à-dire les Jeux Olympiques populaires de Barcelone, mais qui n'auront évidemment jamais lieu à cause de la guerre civile espagnole. Qui porte ce mouvement et qu'est-ce qui le motive ? Alors c'est essentiellement les partis de gauche, la social-démocratie allemande et autrichienne, qui considèrent que les Jeux Olympiques, comme on l'a dit, sont organisés par des aristocrates qui ont été responsables de la guerre de 14-18. Et donc, il faut que le sport ne soit pas un moyen d'embrigadement des masses qui deviendraient chauvines et donc bellicistes. Et donc, pour ça, il faut organiser des Olympiades qui sont des Olympiades ouvrières. Donc on fait ça à Francfort en 1924, à Vienne en 1930. Alors comme la gauche est divisée, il y a aussi les communistes autour de la Troisième Internationale qui, par exemple en 1928 à Moscou, organisent des Spartakiades. Alors tout ce mouvement de contre-olympisme se réunifie dans les années 30, justement avec la victoire de Hitler aux élections en Allemagne en 1933. C'est l'antifascisme international qui se développe, et donc il y a l'idée d'organiser des contre-olympiades pour ne pas laisser Berlin et le régime nazi occuper seuls la scène médiatique mondiale. Donc les Jeux de Berlin doivent avoir lieu dans la première quinzaine de l'été 1936, première quinzaine d'août, et donc on organise à Barcelone dans la deuxième quinzaine de juillet, avant des Jeux Olympiques populaires qui n'auront pas lieu, comme vous l'avez dit, du fait que le coup d'État de Franco intervient la veille de la cérémonie d'ouverture de ces Jeux Olympiques populaires de Barcelone. Pour l'Allemagne nazie, quels sont les enjeux liés à l'organisation des Jeux Olympiques de 1936 ? Parce que je crois savoir qu'au début, Adolf Hitler n'y était pas très favorable. Oui, tout à fait. Quand il prend le pouvoir en 1933, donc depuis 2 ans, on sait que les JO doivent avoir lieu à Berlin. Hitler n'aime pas les Jeux Olympiques parce que c'est pour lui un événement cosmopolite où il va y avoir un mélange des races. Donc au début, lui pense qu'il faudrait exclure les Juifs et les Noirs de ces JO. Et finalement, c'est Goebbels, le ministre de la propagande, qui le convainc que ces Jeux de Berlin seront un instrument de la diplomatie nazie. Et il s'agira de montrer que l'Allemagne est à la fois un grand pays moderne, grâce au nazisme, mais aussi une puissance pacifique. On n'est pas encore dans la marche à la guerre. Il faut que Hitler cache son jeu et essaye de rassurer. Et donc ce sera pour lui l'occasion d'une propagande pour montrer que l'Allemagne est finalement, on n'a rien à craindre de l'Allemagne. Si les appels au boycott ont été nombreux, Fabien Archambault, seule une délégation refuse finalement de participer à ces JO de Berlin en 1936. Oui, c'est celle du mandat britannique de Palestine, qui est essentiellement composé de juifs. Alors là, ça renvoie à une tentative de boycottage de ces Jeux de Berlin qui est portée d'abord par le Congrès juif américain aux États-Unis, et ils ont failli l'emporter. Il y a un vote à la fin de l'année 1935 du mouvement olympique américain. Il y a que quelques voix de majorité pour ceux qui sont partisans d'aller à Berlin. Et donc, tous les pays suivent finalement, alors que le boycottage aurait pu, par exemple la France, où le Front Populaire gagne les élections en mai 1936, aurait pu boycotter Berlin, mais à partir du moment où les États-Unis y vont, très peu de fédérations, de comités olympiques nationaux franchissent le pas, à part celle de Palestine, et quelques dizaines d'athlètes qui individuellement refusent de faire le voyage à Berlin. Fabien Archambault, en août 1936, l'athlète afro-américain Jesse Owens remporte donc 4 médailles d'or lors des JO de Berlin. Quel est alors le retentissement de ces victoires et quels sont les commentaires qu'on peut lire ici ou là ? Alors le retentissement est énorme. C'est que
le premier, enfin c'est le deuxième en fait, mais le précédent remontait aux Jeux Olympiques de Paris en 1900 quand les Jeux Olympiques n'étaient pas grand-chose. C'est le premier athlète qui en athlétisme remporte 4 médailles d'or dans la même Olympiade. Il faudra attendre Carl Lewis en 1984 pour retrouver un tel exploit. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir aux États-Unis comment est-ce qu'on interprète cette victoire. C'est qu'il y a pour les racistes, il y a l'idée qu'il est normal que les Noirs soient bons en sport, qui courent vite, parce que en gros, ils seraient proches de l'état de nature. Donc en gros, ce seraient des bons sauvages. Et donc en gros, que Jesse Owens n'aurait aucun mérite à gagner ces médailles d'or. Alors, c'est une théorie qui permet de dire que, comme ils sont proches de l'état de nature, ils sont en même temps culturellement inférieurs aux Blancs. Et donc, en fait, l'idée un peu paradoxale et quasiment perverse, c'est de dire que plus ils sont bons en sport, plus ça prouve que la ségrégation est juste, puisque ce ne sont pas des hommes civilisés. Alors là-dessus, il y a un grand débat aux États-Unis qui est un des premiers anthropologues universitaires américains, qui est un noir, qui est William Cobb, qui fait des analyses sur le talon de Jesse Owens pour montrer, parce que la théorie raciste, c'était de dire que les Noirs couraient vite parce que ils avaient un os du talon qui était plus long que celui des Blancs, et lui passe ça au rayon X et dit que non, justement, Jesse Owens a un os du talon, le calcanéum, qui est plus court que la moyenne. Et donc en gros, ce qu'il dit, non, Jesse Owens est devenu bon parce que il a pu aller à l'université, il a pu s'entraîner comme les Blancs, et donc ça veut dire que c'est un citoyen comme les autres. Lors de ces Jeux, Hitler aurait refusé de serrer la main de Jesse Owens. Qu'en est-il dans les faits, Fabien Archambault? Est-ce que c'est parce qu'il refusait de serrer la main à un Noir, ou c'est parce qu'il ne voulait pas toucher qui que ce soit? Alors ça, c'est une légende qui a été écrite après les JO, après la Seconde Guerre mondiale même. En fait, ça s'est pas exactement passé comme ça. C'est-à-dire que la première victoire de Jesse Owens sur le 100 mètres est le 3 août. Et en fait, le 2 août, il y a déjà eu les premiers concours d'athlétisme, et notamment celui du lancer du poids et du 10 000 mètres, où il y a 2 Allemands et 4 Finlandais qui ont remporté des médailles. Hitler veut les saluer après la remise des médailles, veut les saluer, enfin leur serrer la main dans la tribune officielle. On a prévu aussi que les lauréats du concours du 100 hauteur participent, mais ce concours de 100 hauteur dure un peu, Hitler a d'autres engagements, et donc il fait venir que ces athlètes blancs dans sa tribune. Là, le CIO intervient immédiatement, non pas parce que il a peur que Hitler refuse de serrer la main de Noirs, mais parce que le CIO veut être maître du protocole des Jeux Olympiques. Donc, en gros, il n'y a pas encore eu Jesse Owens dans le stade, et dès le premier jour des compétitions, le CIO demande à Hitler soit de serrer la main à tous les athlètes victorieux, soit de ne serrer la main à aucun. Donc en fait, Jesse Owens, c'est pas contre lui que Hitler ne l'a pas fait venir dans sa tribune, mais c'est pour se conformer aux recommandations du CIO. Et l'objectif de Hitler, c'est que tous les Jeux se passent bien. Au-delà de ses performances sportives, Jesse Owens devient un symbole. C'est le coureur qui a défié le Führer, qui par ses victoires a donné une sorte de camouflet au racisme. Même si lui était là uniquement pour courir et pour gagner. À quelle fin ce récit est-il construit, et comment le Comité international olympique a-t-il instrumentalisé ses victoires? Alors, en fait, la première chose, c'est de voir que Hitler n'est pas du tout gêné par le fait que ce soit un Noir qui gagne des médailles d'or en sprint. C'est que il pense comme les racistes américains. C'est que il est proche, c'est un sauvage. Et il y a l'idée que la honte revient aux États-Unis de se faire représenter par un Noir. Et il y a l'idée même que le régime nazi est récent, il n'a que 3 ans, mais grâce à une politique eugéniste, dans quelques années, les Blancs sont capables d'être plus forts que des Noirs qui sont proches de l'état de nature. Alors, cette idée que Owens a battu Hitler en infirmant ses théories racistes est un mythe qui a été construit par Avery Brundage, le président du Comité international olympique à partir de 1952, qui était le président du Comité olympique américain dans les années 30 et qui était le plus grand adversaire du boycottage des Jeux de Berlin. Donc en fait, après 45, il faut mettre de l'eau dans son vin, il faut faire oublier qu'on a été favorable à la participation aux Jeux de Berlin. Et donc c'est là que Brundage et le CIO créent
ce mythe de Owens qui aurait tout seul battu Hitler. Mais c'est quelque chose qui n'est pas tellement présent à la fin des années 30. À ce moment-là, c'est toujours des interprétations racistes qui dominent. Dans quelle mesure Jesse Owens va-t-il, durant le reste de sa vie, se conformer à l'image qu'on a bâtie de lui ? Et parce que, visiblement, ça va avoir des répercussions sur sa vie, le fait qu'il ait été instrumentalisé. Alors oui, il fait un choix politique à son retour aux États-Unis. C'est qu'on est dans un grand moment de basculement électoral du vote des Noirs américains, qui en masse ont quitté le sud des États-Unis pour les villes du Nord, qui jusque-là étaient attachés au Parti républicain, puisque c'est lui qui a aboli l'esclavage au 19e siècle. Et là, Owens, en fait, se propose aux deux partis pour la campagne présidentielle de l'automne 1936. Et les républicains le payent plus que les démocrates. Donc il soutient le républicain Alf Landon contre Roosevelt. Et donc à partir de là, en fait, il reste prisonnier de l'establishment sportif républicain, et il joue ce rôle que vous avez très bien décrit tout à l'heure, c'est-à-dire ça ne sert à rien d'être trop revendicatif. En gros, il faut être un bon noir qui, par son travail, va s'élever dans la société. Ce que lui reproche toute la communauté noire qui massivement passe démocrate justement à la fin des années 30. Un mot pour terminer sur l'impact des Jeux Olympiques de Berlin. Est-ce que, à votre avis, ça a été un succès pour l'Allemagne nazie ? Malheureusement, oui. Tous les commentaires de la presse européenne, mondiale, considèrent que ces Jeux ont été un triomphe pour l'Allemagne nazie, qui a réussi à faire oublier que c'était une dictature raciste. C'est-à-dire qu'on oublie les lois de Nuremberg parce que on a masqué tous les signes de la discrimination contre les Juifs pendant les Jeux. Et vous avez parlé du vol de colombes, etc. C'est-à-dire que l'Allemagne nazie réussit à se modeler dans ce cérémonial olympique à l'enseigne de la paix. Et aussi étrange que ça puisse nous paraître maintenant, on considère que l'Allemagne est vraiment une puissance prospère et pacifique après les Jeux de Berlin de 1936. Eh bien, merci beaucoup Fabien Archambaud de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Jesse Owens, le coureur vainqueur au JO du Fureur. Je rappelle que votre livre Les légendes du siècle, une histoire des Jeux en 12 médailles, vient de paraître aux éditions Flammarion. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.